Il a transformé les valses en spectacles mondiaux. Avec rien d'autre qu'un violon et un rêve, André Rieu a bâti un empire de 40 millions de dollars, éclipsant même les plus grandes stars de la pop d'aujourd'hui. Il a rempli des stades, fait pleurer des millions de spectateurs et transformé la musique classique en une célébration planétaire. Mais derrière les paillettes et la grandeur, il y avait un homme guidé par l'amour, le deuil et une passion inébranlable pour la joie. La fortune qu'il laisse derrière lui, ce n'est pas qu'un chiffre, c'est un héritage qui a fait fondre sa famille en larmes. Voici l'histoire bouleversante d'André Rieu, le violoniste qui a fait valser la musique classique jusque dans le cœur de millions de personnes. Dès le moment où André Rieu a tiré son premier coup d'archet, à l'âge de 5 ans, il a senti que la musique classique avait besoin de plus qu'un silence respectueux. Elle avait besoin de joie, de chaleur et d'un soupçon de spectacle. Né en 1949 à Maastricht, aux Pays-Bas, il était le 3e de 6 enfants d'Andries Antony Rieu, chef d'orchestre de l'Orchestre symphonique de Maastricht. Les week-ends passés dans les coulisses des répétitions sont vite devenus magiques pour le jeune garçon, mais il s'est rapidement lassé de l'étiquette stricte des salles de concert. La musique doit toujours être émotive, belle et un peu drôle, affirmait-il plus tard, un credo qui a guidé chacune des étapes audacieuses de sa carrière. À l'adolescence, André se produisait déjà avec l'Orchestre symphonique du Limbourg et avait formé un petit ensemble, le Maastricht Salon Orchestra, pour animer des mariages et des dîners dansants. Il finançait le groupe en faisant payer quelques florins à ses amis pour leur louer des instruments, faisant ainsi preuve d'un esprit entrepreneurial qui marquerait toute son approche de la musique classique. Malgré une formation rigoureuse au Conservatoire royal de Liège, au Conservatorium de Maastricht, puis à l'Académie de musique de Bruxelles auprès d'André Gertier, il n'a jamais perdu de vue son désir de partager la musique avec un public plus large, plus festif. En 1987, avec peu de moyens mais beaucoup de conviction, il fonde ce qu'il ose appeler l'Orchestre Johann Strauss. Rejetant le format rigide du quatuor à cordes, il réunit cordes, cuivre, bois et percussions dans une formation de salon orchestral, joyeuse et spectaculaire. Les premiers concerts mêlent des valses luxueuses de Strauss à des airs klezmer entraînants et à des arrangements pop en medley, un cocktail enivrant qui séduit très vite. En quelques mois, l'ensemble passe à 40 musiciens, puis 50, venus des 4 coins du monde. Le tournant décisif arrive au début des années 1990, lorsque Rieu enregistre la seconde valse de Shostakovich, tirée de sa suite de jazz Nero 2. Diffusée à la télévision néerlandaise, cette performance déclenche une véritable renaissance de la valse à travers l'Europe. Des publics qui n'avaient jamais prêté attention à Vivaldi ou Mozart se retrouvent soudain à valser sur les places des villes. Un contrat d'enregistrement avec Philips Classics suit, et les albums suivants, From Holland with Love, Romantic Moments, 100 ans de Strauss, grimpent dans les classements. Les fans de Rieu, des écoliers aux retraités, attendent chaque sortie avec impatience, et ces DVD surpassent en vente de nombreux artistes pop en Australie, en Allemagne ou au Japon. Au tournant du millénaire, André Rieu dépasse certains des plus grands noms du rock. Il vend régulièrement plus de billets par soir qu'ACDC, Bruce Springsteen ou Coldplay, avec des tournées dans des arénas générant des millions de revenus. Ses concerts annuels sur la place Vrijthof à Maastricht, diffusés gratuitement pour les téléspectateurs locaux, deviennent des événements incontournables. En 1995, pendant la finale de la Ligue des Champions entre l'Ajax et le Bayern Munich, Rieu achète une minute de publicité à la mi-temps pour interpréter en direct la valse Nero 2 de Shostakovich. Un coup de maître qui conduit à la vente de plus de 200 000 CD la semaine suivante. La preuve qu'un but bien placé et une mélodie envoûtante peuvent changer une vie. L'adaptabilité a toujours été son plus grand atout. Lorsque les ventes de DVD ont ralenti, il innove en diffusant ses concerts en direct dans des cinémas sur les 5 continents, transformant les salles obscures en palais de musique.
Des fans incapables de se déplacer affluent dans les salles pour le voir jouer le beau Danube bleu sous les lumières d'un château, sur grand écran, au prix fort. Ces événements au cinéma, associés à des sorties de DVD thématiques de ses concerts d'été à Maastricht, ont permis de doubler sa fortune, passant de 20 millions d'euros en 2010 à plus de 40 millions en 2023, assurant sa place de violoniste le plus riche du monde. Au-delà de la scène, André s'est aussi engagé dans la philanthropie, convaincu du pouvoir transformateur de la musique. En 1995, il joue lors des commémorations de la bataille d'Arnhem en hommage aux vétérans de la Seconde Guerre mondiale, une expérience qui le pousse à fonder, en 1997, la fondation Johann Strauss. Depuis, cette fondation soutient l'éducation musicale des enfants, finance la recherche sur les troubles neurologiques et offre des instruments aux orchestres de jeunes défavorisés. Pendant le confinement de 2020, privé de concerts, Rieu troque l'archet contre le rouleau à pâtisserie et livre des gâteaux à ses voisins, rappelant qu'au-delà des projecteurs se cache un homme de cœur et de communauté. Les reconnaissances n'ont pas tardé. Il a reçu 2 World Music Awards, de multiples disques d'or et de platine en Europe et en Australie, et a été nommé commandeur de l'Ordre du Lion néerlandais en 2008 par la princesse Maxima. Il a également reçu des doctorats honorifiques et des postes de professeur dans des conservatoires à Bruxelles et Maastricht. Mais sa plus grande fierté reste peut-être les rires et les larmes qu'il suscite chez ses spectateurs partout dans le monde. Ses nombreuses collaborations ont aussi élargi son public. Il a invité des chanteurs pop, folkloriques et des ténors comme Maria Gouleguina ou les Platinum Tenors à se joindre à son orchestre et a même commandé à Paul Anka des paroles pour la célèbre valse Comtesse de la forêt viennoise de Strauss. Si les puristes ont crié au sacrilège, le single s'est classé dans le top 40 aux Pays-Bas et en Belgique, exposant un nouveau public à des mélodies intemporelles. Je dis toujours ce que je ressens. Si je suis triste, je le montre. Si j'aime, je le montre, expliquait-il, preuve que l'authenticité, même en musique classique, touche profondément. Pendant plus de 40 ans, André Rieu ne s'est jamais arrêté. Tournée incessante d'Europe à l'Amérique du Nord, d'Asie à l'Australie, direction d'une équipe de plus de 200 artistes et techniciens, salariés ou indépendants, et conception personnelle des robes somptueuses de ses musiciennes, chacune coûtant environ 3000 livres sterling. Il possède même 3 violons Stradivarius, les plus précieux datant de 1667 et 1692. Chacun valant des millions est confié à ses soins méticuleux. Alors qu'il approche de ses 80 ans, Rieu voit toujours plus grand. Il a même évoqué avec des entrepreneurs visionnaires la possibilité d'un concert sur la Lune, instrument compris, pour y donner la première performance musicale lunaire de l'histoire. Une idée folle, pas tant que ça, venant de l'homme qui a transformé la valse en un phénomène mondial de 300 millions de dollars. Pour André Rieu, la musique n'est pas une pièce de musée, mais une célébration vivante, vibrante, une philosophie qui a transformé le paysage du classique populaire et qui fera résonner ses notes, un jour peut-être, au-delà de notre monde, une fortune familiale bâtie par une dévotion sans relâche. Grâce à son dévouement sans relâche à la scène comme à l'entreprise, André Rieu a bâti une immense fortune qui assure désormais l'avenir de sa famille. Sa vision à long terme a permis de constituer un patrimoine digne d'une dynastie musicale. Dans les pièces familières du château de Torrentier à Maastricht, où Rieu prenait autrefois des cours de piano enfant, son épouse Marjorie et leurs fils Marc et Pierre se sont retrouvés face à des piles d'actes de propriété, de bilans d'investissement et de contrats d'assurance. La valeur totale, environ 40 millions de dollars, avait de quoi submerger même ses plus proches. Comme l'a discrètement confié Marc, on savait qu'il avait réussi, mais voir tous les biens listés noir sur blanc, c'était autre chose.
Le lien entre Rieu et de Torrente remonte à plus de 50 ans. Enfant, il arpentait les couloirs vides du château, fasciné par l'idée qu'un jour, il pourrait en être le propriétaire. Il a gardé cet espoir vivant tout au long de sa carrière. « J'ai toujours imaginé remplir ces pièces de musique et de famille », a-t-il un jour confié. En 2014, après des décennies de tournées et d'enregistrements, il a acheté et restauré cette forteresse en ruine, y installant des lustres, des photos de famille et un espace de vie confortable au rez-de-chaussée. Aujourd'hui ouvert aux visites guidées, organisées chaque année par son fils Pierre. Posséder un château n'était pourtant que la partie la plus visible de l'empire immobilier de Rieu. Une enquête de la Libre Belgique a révélé qu'il contrôlait des centaines de bâtiments plus modestes autour de Maastricht. Certains étaient des logements loués à des particuliers, d'autres des locaux commerciaux, abritant ses bureaux et studios d'enregistrement. Il rénovait également des maisons délabrées pour les revendre avec profit. Un bien acheté 195 000 € a ainsi été revendu 1 million d'euros après restauration. L'ensemble de son portefeuille immobilier représente au moins 5 millions d'euros de son patrimoine. Malgré cette richesse, André a toujours mené un style de vie sobre. Lui et Marjorie vivaient dans une maison de ville confortable, estimée à 2 millions d'euros, spacieuse mais sans extravagance. Sa collection de voitures comprenait une Rolls-Royce ancienne, d'une valeur d'environ 350 000 € et une Bentley, choisis pour leur confort plutôt que pour le prestige. Lorsqu'on lui demandait pourquoi il ne possédait pas de voiture de sport, il répondait en souriant « Je préfère l'élégance et la fiabilité. En musique comme dans la vie, la constance compte plus que la vitesse. » Le nom de Rieu ne figurait pas seulement sur les affiches de concerts. Il détenait des parts dans des sociétés de production et des start-up de technologie musicale pour une valeur totale d'environ 1 million d'euros. Ses propres installations à Maastricht, un réseau de salles de répétition, studios d'enregistrement et bureaux administratifs, venaient compléter son patrimoine. Il collaborait aussi avec des marques de luxe sur des objets en édition limitée et prêtait son nom à des ventes caritatives, augmentant ainsi ses revenus sans jamais s'éloigner de la musique. Mais aucun bien n'était aussi personnel que ses violons. Au fil de sa carrière, il en avait amassé plus d'une centaine, tous soigneusement catalogués et assurés. Son Stradivarius de 1732, pièce maîtresse de sa collection, valait à lui seul entre 2 et 3 millions de livres sterling. Un employé était spécialement chargé de veiller sur ses instruments, les rangeant chaque soir dans des étuis climatisés. « Je dors mieux en sachant qu'ils sont en sécurité », avouait Rieu, preuve de l'attachement profond qu'il leur portait. Diriger un orchestre de 60 musiciens et une équipe de production de plus de 200 personnes exige une coordination impressionnante. Rieu employait 110 personnes à temps plein, musiciens, techniciens lumière, couturières, cuisiniers, chauffeurs, et recrutait une centaine de freelances supplémentaires pour l'organisation des tournées. Son équipe se déplaçait en jet privé, avec 5 bus et 8 semi-remorques transportant éclairage, décors, costumes et instruments. Chaque concert était précédé d'une planification minutieuse. Les techniciens arrivaient à l'aube pour monter la scène et restaient tard le soir pour tout démonter. « Aucun détail n'est trop petit », insistait Rieu. « Une seule fausse note ou un projecteur défectueux peuvent gâcher toute la soirée. » La principale source de revenus de Rieu restait les concerts. Dès 2009, ces tournées vendaient plus d'1 million de billets par an, générant plus de 95 millions de dollars de recettes brutes. Ces spectacles de valse viennoise, à eux seuls, ajoutaient environ 30 millions d'euros à sa fortune. Les ventes d'albums et de DVD représentaient 5 millions d'euros supplémentaires, tout comme les revenus locatifs et immobiliers. La vente de produits dérivés, calendrier, programme souvenir, rapportait environ 2 millions d'euros par an. Au total, ces différentes sources ont porté sa fortune nette à environ 40 millions de dollars. Malgré ce succès financier, André n'a jamais perdu de vue le pouvoir de la musique pour aider les autres. En 1997, il a fondé la fondation Johann Strauss,
qui soutient des orchestres de jeunes, attribue des bourses dans les conservatoires et organise des concerts de bienfaisance pour les réfugiés et la recherche médicale. Après avoir joué pour des vétérans de la Seconde Guerre mondiale à Arnhem, il a fait de ses concerts commémoratifs un rendez-vous annuel, reversant les recettes à des associations de vétérans. Pendant la pandémie de 2020, alors que toutes les tournées étaient annulées, il a cuisiné des gâteaux pour ses voisins et récolté des fonds pour les soignants locaux. « La musique rassemble les gens », répétait-il souvent, « et nous devons faire de même. » Aujourd'hui, Marjorie, Marc et Pierre portent bien plus qu'un héritage émotionnel. Ils doivent gérer une succession complexe. Les impôts fonciers, les frais d'entretien du château et des autres bâtiments, les salaires du personnel, les primes d'assurance, tout cela doit être financé. Pierre, aujourd'hui vice-président de leur société de production familiale, le reconnaît. Les gens croient qu'une grande fortune, c'est simple, juste des chiffres sur du papier. Mais chaque bien, chaque investissement demande du travail, de l'attention, des décisions. Les batailles qui l'ont presque brisé. Bien qu'il ait amassé une fortune colossale, André Rieu a connu des périodes où il a frôlé la faillite. Sa vie a été marquée par une ambition démesurée et un succès spectaculaire. Mais deux moments en particulier ressortent, lorsque son empire a failli s'effondrer sous le poids de son extravagance et de crises inattendues. En 2008, alors qu'il était au sommet de sa célébrité, Rieu décida de monter une série de concerts plus grandioses que tout ce que la musique classique avait connu. Il imagina une réplique fidèle, grandeur nature, du château de Schönbrunn à Vienne, avec fontaine fonctionnelle, patinoire, carrosse dorée et une scène de bal somptueuse pour son orchestre Johann Strauss. Pour donner vie à cette vision, plus de 250 techniciens et menuisiers ont voyagé avec 250 musiciens. Le coût de transport, de montage et d'exploitation de ce décor gigantesque a explosé. À la fin de la tournée, Rieu faisait face à des dettes estimées à près de 34 millions d'euros. Dans ses propres mots, il a plus tard confié « Mon studio, mes CD, mon Stradivarius, les droits sur mon nom, tout appartenait à la banque. » Quand les créanciers sont arrivés à ses bureaux, lui et son équipe sont restés figés dans le silence pendant que les représentants de la banque inspectaient chaque recoin du bâtiment à la recherche de biens à saisir. Finalement, un banquier a dit « Laissez-le jouer, c'est sa seule chance de rembourser. » Cette intervention s'est révélée décisive. Rieu se souvenait de ses nuits d'insomnie, hantées par la peur de voir s'effondrer des décennies de travail. « J'en ai perdu le sommeil, oui, mais je n'ai jamais voulu abandonner. » Il conclut un accord. La banque prendrait temporairement possession de sa société de production et de ses enregistrements, mais s'il parvenait à redevenir rentable en 1 an, il en reprendrait le contrôle. Poussé par la nécessité, il a rationalisé ses opérations, réduisant les coûts superflus sans sacrifier la qualité attendue par ses fans. Il a restructuré la logistique des tournées, éliminant les éléments les plus encombrants du décor, négociant de meilleurs tarifs de transport et déplaçant une partie de ses spectacles vers les cinémas du monde entier, où le public payait des billets premium pour voir les concerts en direct ou enregistrés sur grand écran. En 12 mois, il réalisa un bénéfice de 20 millions d'euros, étonnant même ses plus grands détracteurs. Pourtant, la banque conserva ses droits sur ses actifs jusqu'en 2018, une décennie de partenariats difficiles, pendant laquelle chaque nouveau projet nécessitait une planification financière méticuleuse. Rieu avoua plus tard sa déception que les banquiers aient mis si longtemps à lever leurs revendications. Ce fut un soulagement quand j'ai enfin pu récupérer entièrement ma société, mais j'ai appris que le succès peut disparaître du jour au lendemain si l'on néglige la réalité financière. À peine avait-il stabilisé sa situation qu'une nouvelle menace surgit début 2020. La pandémie de Covid-19 éclata alors que Rieu se préparait à lancer une tournée américaine. Le 3 mars, les vols de l'orchestre furent annulés, les salles fermées, les ventes de billets s'évaporèrent.
Avec 120 employés à plein temps, musiciens, techniciens lumière, couturières, chefs, chauffeurs, le matelas financier construit au fil des ans commença à fondre. « Si ça dure encore 1 an, je serai en faillite », alertait-il dans une interview à un journal néerlandais. Il décrivait l'ambiance dans ses bureaux de Maastricht. On était tous là, à fixer des calendriers vides. Je me disais, combien de temps puis-je encore payer tout le monde sans revenu? Malgré sa réputation d'optimiste, je suis né un dimanche, alors je dors toujours bien, plaisantait-il. Rieu admit que durant les premières semaines, je me suis souvent demandé, les yeux ouverts, comment on allait survivre. Il refusa catégoriquement l'idée de se produire en solo, estimant qu'abandonner son orchestre reviendrait à trahir tout ce qu'il avait construit. « On avance ensemble ou pas du tout », affirma-t-il. À la place, il explora d'autres sources de revenus, concerts diffusés en ligne, enregistrements limités en studio, coffrets DVD de performances passées. Il négocia des reports de loyer pour ses locaux et convainquit certains fournisseurs d'accepter des paiements échelonnés. Chacune de ces mesures provisoires réduisait un peu les coûts jusqu'à la réouverture progressive du monde. Fin 2021, Rieu remplissait à nouveau la place Vrijthof de Maastricht sous un ciel automnal dégagé. Ce retour triomphal prouvait qu'aucune pandémie ne pouvait faire taire son orchestre à jamais. Mais l'épreuve laissa des traces. J'ai compris que peu importe l'ampleur de ton empire, tu peux tout perdre aussi vite, confia-t-il. Il jura alors de maintenir des réserves de trésorerie plus importantes et d'étaler ses futurs projets pour mieux absorber les chocs inattendus. 2 épisodes de quasi-ruine, séparés de 12 ans, illustrent comment les ambitions gigantesques de Rieu ont bien failli causer sa perte. En 2008, c'était l'attrait de la grandeur, le rêve de créer une scène féerique à la hauteur de sa vision musicale. Il l'admit. Je voulais offrir aux gens une expérience inoubliable et j'ai payé le prix d'avoir rêvé trop grand. En 2020, c'était un ennemi invisible, un virus qui a suspendu le souffle du monde et failli arrêter le sien. Et pourtant, dans les 2 cas, il a trouvé un chemin vers la résilience, non pas en se repliant dans la médiocrité, mais en innovant dans son art. Ceux qui le côtoient décrivent son approche comme inflexible mais ancrée dans le réalisme. Marjorie, son épouse et partenaire créative, supervisait la refonte économique des décors de tournée et renégociait les contrats avec les fournisseurs. Leur fils Pierre, aujourd'hui vice-président de leur société de production, mena la transition vers les événements en salle de cinéma en 2009 et dirigea plus tard les initiatives de streaming numérique pendant la pandémie. On a compris que la survie dépend de notre capacité à s'adapter, expliquait Pierre. Certaines idées échoueront, mais tant qu'on continue d'expérimenter, on trouvera une voie. Fin 2023. La fortune d'André Rieu était remontée à environ 25 millions d'euros, et son orchestre avait vendu plus de 40 millions d'albums à travers le monde. Il remplissait des arènes de Tokyo à Toronto et était devenu un exemple de transformation de désastres financiers en leçon de sagesse durement acquise. Mais il restait prudent face aux futurs projets grandioses, précisant « Je rêve toujours en grand, mais maintenant je vérifie les chiffres 2 fois. » Avec du recul, Rieu voit ses quasi-faillites comme des épreuves qui ont forgé sa résilience. « Si j'avais abandonné à l'un de ces moments, dit-il, je ne serais jamais arrivé là où je suis aujourd'hui. » Son histoire rappelle que richesse et créativité marchent souvent sur le fil du rasoir et que le véritable succès ne consiste pas à éviter les risques, mais à se relever à chaque chute. Et voilà, de la faillite imminente à la construction d'un empire de 40 millions de dollars, capable d'émouvoir sa propre famille aux larmes, l'histoire d'André Rieu prouve que les ambitions extraordinaires peuvent engendrer des triomphes éblouissants comme des défis déchirants. Et pourtant, aujourd'hui encore, il rêve plus grand. Il imagine déjà le premier orchestre live, sur la Lune. Si la montée et les quasi-faillites d'André Rieu vous ont inspiré autant que nous,
Cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous pour d'autres portraits de légende. Et une petite question pour vous. Si vous héritiez d'une fortune qui bouleversait votre famille, que feriez-vous? Partagez vos réflexions dans les commentaires.